On se retrouve pour la fiche mémo 5 du module 1, aide-soignant, ontogénèse de l'enfance à la sénescence. Alors, on a d'abord le développement de la personne. Il y a 3 types de facteurs qui influencent le développement de la personne. Donc, je vais parler tout d'abord du facteur biologique, donc l'héritage familial est inscrit dans nos gènes et l'individu n'a que peu de contrôle dessus. Ensuite, on a les facteurs historiques et contextuels. Grandir pendant la guerre ou dans une famille bourgeoise, par exemple, ça influence forcément le développement de la personnalité, de l'intelligence des enfants et des adultes, de même que le fonctionnement des relations familiales. Ensuite, on a les facteurs de la personne, donc des changements dans la vie professionnelle, de l'état de santé, les événements traumatiques, le passage en EHPAD, dans un hôpital seront vécus différemment d'une personne à l'autre. Donc ces 3 facteurs résument en fait le modèle biopsychosocial. Nos origines, donc on va arrondir à 99% quasiment, nos gènes sont communs aux grands singes. Donc la théorie de l'évolution par Darwin stipule en fait qu'une personne est le résultat de plusieurs millions d'années. Les sciences, en fait, elles affirment qu'il existe des comportements innés, génétiques, et acquis, c'est-à-dire par l'environnement. Le cerveau est le siège de notre esprit conscient et inconscient. On a ensuite le développement sensorimoteur. Donc c'est une caractéristique centrale du développement. L'enfant se construit une représentation du monde physique à partir des interactions entre sa perception et ses activités motrices. Donc la période prénatale, le fœtus bouge son corps et ses yeux, 3e mois, voit la lumière et entend les sons, 7e mois. L'enfance, en fait, à la naissance, le contrôle moteur se développe de haut en bas. Donc tout d'abord le contrôle de la tête puis du tronc, à peu près à 4 mois, position assise entre 5 et 8 mois, 4 pattes entre 7 et 12 mois, station debout entre 10 et 14 mois, marche entre 11 et 15 mois. On a une évolution de la motricité fine, donc par exemple prendre un objet entre ses doigts, entre 5 mois jusqu'à 9 mois, mais surtout entre 3 et 5 ans, et développement des connaissances, représentation de son corps, schéma corporel. Donc la force de l'enfant, elle double entre 3 et 11 ans. Alors, c'est pas non plus Hulk, mais voilà, le gamin, il commence à être plus fort. Sur le plan sensoriel, vers 6-7 ans, la vision et l'audition achèvent leur évolution, le cerveau achèvera sa formation tardivement vers 20 ans. Ensuite vient l'adolescence. Donc le développement physique est marqué par de grandes modifications. Donc les changements du corps, donc croissance accélérée, prise de poids, accompagnés parfois de problèmes psychologiques d'acceptation de son image. Donc l'apparition des caractères sexuels, développement des organes génitaux. L'âge adulte, entre 20 et 30 ans, les performances sont maximales, donc force musculaire, rapidité, dextérité, endurance, et elles vont diminuer lentement jusqu'à 60 ans, puis de manière plus marquée. Les capacités sensorielles diminuent lentement jusqu'à 40 ans. Donc oui, on perd 10% de son efficacité. Bon, personnellement, je vais avoir 32 ans, j'ai pas l'impression d'avoir perdu déjà 10% d'ouïe. Mais bon, voilà. Bref, c'est dans les textes. Ça perd son efficacité entre 20 et 40 ans et encore davantage après. Ensuite, le développement cognitif, là-dedans, dans le cerveau. Donc de l'enfance à l'adulte, il y a beaucoup d'étapes pour arriver à un état de maturation intellectuelle, si tant est qu'on y arrive. Cognition, ensemble des activités intellectuelles et des processus qui permettent la connaissance. L'enfance et l'adolescence. Donc Jean Piaget, que je ne connais pas, parle de 4 stades principaux chez l'enfant. Le stade de l'intelligence sensorimotrice, de la naissance à 2 ans. En fait, il explore les sensations tactiles, les odeurs, les goûts, la vue et développe sa motricité. Acquisition principale, la permanence de l'objet. Donc l'enfant, avant un certain âge, pense que l'objet qui est caché à sa vue n'existe plus. Le stade de l'intelligence préopératoire. Préopératoire, ça fait très chirurgie. De 2 à 6 ans, l'enfant agit intentionnellement sur les objets, et y compris les personnes. En fait, il va faire l'acquisition principale du langage. Le stade des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire, décidément, de 6 à 10 ans, donc c'est un raisonnement de plus en plus sophistiqué sur des objets concrets. Voilà. Donc l'acquisition principale, ça va être conservation des quantités. L'enfant apprend que si l'on transvase de l'eau d'un verre large vers un verre étroit, il y aura la même quantité. Le stade des opérations formelles, donc ça c'est de 10 à 16 ans, la pensée abstraite et le raisonnement logique qui permet d'apprendre à résoudre des problèmes.
Ensuite, on arrive à l'adulte et ses naissances, dit autrement le vieillissement. Donc en prenant de l'âge, nous accumulons des connaissances, mais nos capacités cognitives fluides, type l'attention et la flexibilité, sont parfois moins efficaces. Le développement social, les premières interactions avec le nouveau-né. Donc là, on est à 2 semaines, le nourrisson il présente un intérêt plus grand pour les visages humains. À 3 mois, le nouveau-né, ce qui est rassurant, sourit à la perception d'un visage. Donc les parents et nouveau-né adoptent un langage adapté en forme de danse. Alors ça, bon, j'ai écrit, mais forme de danse, bon. Le bébé crie, pleure ou sourit et le parent approche et lui parle avec une voix plus aiguë, plus douce, ou le prend dans ses bras. L'enfant réagit à son tour en se blottissant ou en regardant l'adulte dans les yeux, et à partir de 6-8 mois, le bébé va sourire ou manifester son plaisir à un ou deux parents qui vont devenir en fait ce qu'on appelle des figures d'attachement. C'est un lieu de sécurité fondamental sans lequel l'enfant ne serait pas capable d'explorer son environnement physique et social. Il va aussi manifester des pleurs et des cris lors de la séparation, et c'est dans ce contexte qu'il va développer sa personnalité. L'attachement et la notion de personnalité. En fait, l'attachement, donc, c'est selon la manière dont les parents communiquent avec leurs enfants, il existe plusieurs types d'attachement. Pour simplifier, en fait, le lien parent-enfant est dit soit sécurisant, soit non sécurisant. Donc, dans le premier cas, les soins parentaux sont empreints d'affection, de sensibilité aux besoins de l'enfant, et dans le second cas, le contact est parfois fuyant. L'enfant ne manifeste pas de plaisir en retour de sa mère dans la même pièce que lui. Donc voilà. L'enfant manifeste du rejet et de la colère, par exemple vis-à-vis de sa mère, ou est désorganisé. L'enfant s'approche vers la mère, mais il regarde ailleurs. Donc tous les enfants apprennent les modèles de relations proposés par les parents. Ces modèles servent de socle à partir duquel l'enfant, puis l'adulte, développera sa manière d'être en lien avec les autres. Définition de la personnalité. Donc la définition de la personnalité, en fait, la personnalité, c'est en fait toutes les caractéristiques de l'individu. Sensorimotrice, aptitude sportive ou artistique, cognitive, aptitude intellectuelle, émotif, tempérament, anxieux, colérique. Il existe une dizaine de troubles de la personnalité auxquels vous risquez d'être confronté en tant qu'aide-soignant. Donc voici quelques exemples. Il y a des styles d'attachement, chez des adultes, parents, style de personnalité, illustration de la pensée associée inconsciente, avec quelques recommandations dans la relation soignant-soigné. Donc tout ça, vous le trouverez sous la vidéo. En fait, vous avez accès, je vous donne accès en fait à des fiches de révision, fiches de révision, fiches mémo pour réussir votre DEAS. Donc ça c'est sur mon Patreon juste en dessous. Voilà, vous avez le lien. Voilà, bon, là parce que voilà, je vais pas vous faire le descriptif à chaque fois de tous les tableaux et tout ça. Donc voilà, et on en a terminé avec la fiche mémo 5 du module 1 aide-soignant.